Bonjour et bienvenue à la Rable approfondie de cette semaine. Aujourd'hui, nous nous occuperons de 3 sujets. Une annonce d'investissement provincial pour la automatisation de l'usine de Semican de Princeville, les bilans de novembre, les mois de l'économie sociale et les témoignages des spécialistes après l'annonce des nouveaux services pour les jeunes proches aidants de Arthabasca et Rable. L'équipe journalistique de la TVC a visité l'usine de Semican de Princeville. Semican est spécialiste de la recherche, de la production et de la commercialisation de semences. Le gouvernement du Québec et d'Investissement Québec ont accordé des prêts de plus de 3 millions de dollars à l'entreprise, ce qui lui permettra d'acquérir l'équipement de pointe pour la transformation des céréales provenant de l'agriculture canadienne. Le projet est évalué à presque 4,5 millions de dollars. Les responsables de l'annonce ont été le ministre délégué à l'économie, ministre responsable de la lutte contre le racisme et le ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Esquite, et le député d'Arthabasca, l'Érable et whip en chef du gouvernement du Québec, M. Éric Lefebvre. En deuxième lieu, nous nous occuperons de faire un bilan du mois de novembre, le mois de l'économie sociale. C'est plutôt pour nous rappeler la signification des concepts et les exemples locaux. Pour cela, nous parlerons avec la directrice générale du pôle d'économie sociale du Centre du Québec, Malka Roy. Elle nous expliquera les 5 concepts qui définissent l'économie sociale en 2023. Une économie humaine, locale, durable, inclusive et participative. Finalement, nous nous occuperons des commentaires après l'annonce des nouveaux services pour les jeunes proches aidants de l'Association des proches aidants d'Arthabasca, l'Érable. Dans notre émission Érable approfondie de la fin de semaine du 25 et 26 novembre 2023, nous avons annoncé les nouveaux programmes de cette organisation pour valoriser le bénévolat de jeunes d'entre 12 et 35 ans qui s'occupent d'assister des membres de la famille, amis ou personnes de la communauté avec des problèmes de mobilité, handicap ou limitation de santé. Aujourd'hui, nous entendrons les intervenants, dirigeants et collaborateurs qui ont travaillé pour mettre ces projets en œuvre en format de commentaires et de témoignages. Nous commençons par l'annonce d'investissement provincial pour la automatisation de l'usine de Semican de Princeville. Nous avons fait également une visite de l'usine pour observer les milieux où l'investissement aura lieu. Bonjour tout le monde. Merci d'être ici. C'est vraiment une bonne nouvelle. J'aimerais faire une petite salutation particulière à mon whip, Éric Lefebvre, qui est non seulement notre whip gouvernemental, mais aussi mon ami. Je disais tantôt, lors du brefage pré-rencontre, c'était de se dire à quel point Éric travaille fort pour son comté, puis on l'entend souvent revendiquer les enjeux de son comté. En fait, je suis à ma 3e ou 4e visite en 1 an dans son comté, justement, à tel point qu'il fait atterrir des dossiers. Donc, Éric, lâche pas ton bon travail. C'est vraiment un privilège pour moi de te côtoyer, puis merci beaucoup de la réception que tu me fais aujourd'hui chez vous aussi. Écoutez, c'est une super bonne nouvelle. Moi, j'ai la chance, en tant que ministre délégué à l'économie, de me promener un peu partout avec les gens d'Investissement Québec, notamment. Et puis, on a la chance de faire des belles annonces. Des belles annonces qui, il faut se le dire, touchent les PME partout dans les régions du Québec. Je me fais souvent demander, M. Skeet, on met des milliards et des milliards pour la filière batterie, puis les gros.
Puis, mais qu'est-ce que vous faites pour les petits? Mais en fait, je vous dirais 85-90% des annonces qu'on fait sont en lien avec les PME. Et j'ai cette chance, depuis la dernière année, d'avoir visité une quarantaine de comtés, un peu partout, parfois à répétition, comme c'est le cas dans l'Arthabasca, pour faire des annonces qui aident nos PME à prendre leur essor. Vous allez sûrement vous nous donner les statistiques tantôt, je ne vais pas voler son punch, mais vraiment, Investissement Québec et le gouvernement du Québec appuient les PME partout. Et ça me garde occupé, mes enfants me voient rarement justement à quel point qu'on fait ces annonces-là. On est ici pour une belle annonce, comme j'ai dit, pour encourager non seulement une PME, mais une PME qui se démarque notamment par sa capacité de génie et aussi d'innover. On offre ici un aide financier qui va être à l'auteur de 1,7 million de dollars, qui va toucher surtout le volet innovation. Et c'est 1,3 volet innovation et 1,7 dans le programme ESSAR, qui est un programme justement qui vient en aide aux entreprises qui veulent se développer, innover, prendre de l'expansion. Et vous savez, quand on parle d'innovation, notamment dans le domaine de la semence, ce qu'on parle, c'est la résilience. Que ça soit la résilience au changement climatique, que ça soit aussi d'augmenter les récoltes de nos agriculteurs qui ont besoin, avec les pressions internationales, des prix, d'être plus productifs à tous les années. Et pour moi, c'est une fierté non seulement d'avoir une entreprise comme ça qui nous aide à nous autosuffire, mais qui aide notamment nos entrepreneurs, nos agriculteurs à pouvoir avoir les récoltes qu'ils méritent et aussi à se démarquer dans l'économie locale et aussi attirer les investissements des grands joueurs dans le domaine. Donc, vraiment très, très fier. Vous allez voir tantôt quand on va se promener les beaux investissements que Sémican a réussi à faire sous le nouveau leadership d'une nouvelle équipe qui a réussi à augmenter significativement les revenus dans les dernières années. Donc, on continue de vous suivre. Je vous invite à continuer d'innover et sachez qu'à chaque étape de l'innovation, mais on va continuer d'être là pour vous. C'est notre rôle d'encourager les PME qui sont visionnaires comme le vôtre. Et merci beaucoup de vous être déplacés parmi nous aujourd'hui pour cette belle nouvelle dans le comté d'Arthabasca, comté de mon collègue Éric Lefebvre. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Écoutez, très heureux d'être là encore une fois. Une belle annonce ici dans le comté d'Arthabasca-l'Érable. Bientôt, mon ami Christopher. Tout d'abord, mes salutations à mon collègue Christopher Skeet, ministre délégué à l'économie, ministre responsable de la lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval avec la victoire de son équipe de hockey hier 6-4 contre Belleville. Chris, merci beaucoup et merci pour tes bons mots. Merci pour le travail que tu fais pour nos entreprises du Québec depuis ton arrivée comme ministre. Tu es très à l'écoute, attentionné aux besoins de nos entrepreneurs et on voit les résultats encore une fois aujourd'hui avec cette annonce-là ici pour Sémican. Je veux saluer le maire de la ville de Princeville, mon ami Gilles Fortier, en parlant de hockey, un des plus grands hockeyeurs que la région a connu pour les gens de l'extérieur. Qui est encore un redoutable joueur de hockey, 3 à 4 fois par semaine, croyez-le ou non. Philippe Charlebois, président-directeur général, merci beaucoup de ton accueil. Merci à toi, à toute ton équipe pour le travail que vous faites. Tantôt, comme Christopher le disait au briefing, on sent toute l'énergie, la passion de toi et de ton équipe à vouloir poursuivre le travail que vous faites. Je veux saluer Nathalie Desjardins d'Investissement Québec. Toujours un plaisir d'être là avec toi, directrice générale pour la Mauricie et le Centre du Québec. Et à vous tous et toutes qui êtes présents ici pour cette belle annonce aujourd'hui dans le comté d'Arthabasca-l'Érable. J'avais dans les notes la mission de l'entreprise qui, depuis 1982, donc au-delà de 40 ans, nourrir la planète, les producteurs, les agriculteurs, les consommateurs, une semence à la fois. Et tantôt, Philippe nous disait maintenant que dans le fond, on part avec les agriculteurs de la semence jusqu'à la récolte. Et c'est ça qui est beau parce qu'on sait exactement d'où vient notre produit. C'est eux-mêmes qui fournissent leurs produits aux agriculteurs pour par la suite acheter les résultats
des différents agriculteurs. Semican, c'est un projet qu'on consolide la position de leader dans le développement et la commercialisation de la céréale pour toute l'Est de l'Amérique du Nord. C'est une chaîne de production qui est automatisée. On le disait, l'automatisation, l'innovation technologique, c'est un des points importants. On le sait présentement avec la problématique au niveau de la pénurie de la main-d'œuvre. On se doit de miser sur l'automatisation et sur les technologies. C'est exactement ce que fait ici Semican et qu'il l'a bien compris. Très heureux de poursuivre le travail avec vous ici au cœur de cette entreprise-là, ici à Princeville. Et on souhaite longue vie à Semican. Continuez à poursuivre votre bon travail et on parlait tantôt de futurs projets déjà ici pour les prochaines années. Alors, on sera là encore une fois pour vous accompagner pour la suite des choses. Merci tout le monde et bonne journée. Bon matin, c'est toujours un réel plaisir de faire partie de ces belles annonces-là. Monsieur Ski, Monsieur Lefebvre, Monsieur Charlebois, bien enchantée et très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous. En fait, je suis ici pour représenter Investissement Québec. Monsieur Ski l'a mentionné, on est le levier principal du développement économique pour le gouvernement. Des annonces comme aujourd'hui, dans le secteur manufacturier, pour nous, c'est notre quotidien. On travaille de façon acharnée avec les entrepreneurs, mais avec un réel plaisir pour amener les entreprises manufacturières plus compétitives et faire en sorte que leur croissance, leur projet de croissance se réalise. Donc, pour nous, le secteur manufacturier est un vecteur très important. Monsieur Skate l'a abordé. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'on a investi 1,3 million via nos fonds propres pour la réalisation du projet et également 1,7 million de dollars du programme SR pour lequel on est mandataire pour le gouvernement québécois. Alors, le projet en soi, c'est une intégration verticale. Pour Semican, quand on parle de recherche, de développement et d'innovation, je pense que Semican est un leader à ce niveau-là. Pour nous, quand on est financier, qu'une entreprise a son propre laboratoire de recherche et développement, ça fait en sorte qu'au niveau international, on assure une compétitivité et que les connaissances qui se font au Québec restent au Québec. Donc, pour nous, c'est vraiment un fait important à ce niveau-là. Permettez-moi de vous donner quelques chiffres de nos interventions de la dernière année. En fait, on parle de 3 500 interventions financières pour 4,2 milliards de dollars pour les entreprises du Québec. À ceci s'ajoutent 5 800 accompagnements. Et quand on parle d'accompagnement, on parle d'accompagnement personnalisé au stade de développement de l'entreprise, mais également de l'accompagnement technologique, de l'accompagnement numérique, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, si on ne fait pas de l'implantation de nouvelles technologies, on ne restera pas compétitif. Et de ces interventions-là, 25% sont en amélioration de productivité. Monsieur Lefebvre l'a mentionné, pour nous, chez Investissement Québec, contrer l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre, c'est d'améliorer la productivité, c'est amener les entrepreneurs à investir sur des nouvelles technologies, la robotisation, la numérisation, l'automatisation. Pour nous, c'est notre jargon quotidien et c'est 25% de nos interventions dans la dernière année. Si je vous donne les chiffres plutôt au centre du Québec, donc on a 230 millions d'investis pour 190 projets et 125 accompagnements stratégiques. Donc, vous voyez, les entreprises manufacturières sont vraiment en action, en mouvement pour vraiment se démarquer dans la compétition. Alors, félicitations à M. Charlebois et à ses associés pour la réalisation de ce projet. J'aimerais souligner la présence de Desjardins. Chez Investissement Québec, on travaille beaucoup en partenariat. David Dumaine, Alexandre Pouliot. Donc, merci de faire en sorte que Investissement Québec puisse être un acteur important au niveau du développement économique. Vous l'êtes tout autant. Olivier Boucher, directeur de compte pour l'entreprise Semican, est malheureusement absent aujourd'hui. Je le représente fièrement. Alors, félicitations encore une fois et au plaisir.
Bonjour à tous et merci de votre présence aujourd'hui. Monsieur Ski, Monsieur Lefebvre, Monsieur Fortier, votre présence est très appréciée, chers partenaires, collaborateurs et collègues. Depuis plus de 40 ans, Semican fait partie du paysage agricole québécois comme développeur de génétique céréalière avec son propre centre de recherche. L'entreprise offre également la commercialisation de semences certifiées à travers son vaste réseau de détaillants. Ainsi que le rachat et la valorisation des récoltes, Semican rayonne également au niveau international sur le marché des semences et de l'alimentation animale. Aujourd'hui, c'est une nouvelle page d'histoire qui s'écrit pour Semican. C'est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons notre nouvelle usine de transformation alimentaire. Ce projet marque une étape importante dans le développement et la croissance de l'entreprise et s'inscrit dans notre mission, se nourrir d'excellence. Ce projet est d'abord né d'un désir de nous diversifier et de boucler la boucle de la semence à l'assiette. La demande pour le flocon d'avoine est en grande croissance et l'approvisionnement local ne suffit pas à fournir à la demande. Nous avons effectué plusieurs visites au Canada et en Europe afin d'approfondir nos connaissances sur la transformation de l'avoine. Nous avons eu la chance de faire la connaissance de plusieurs collaborateurs d'une grande expertise et qui ont apporté une importante contribution à la mise en place de ce projet. C'est un domaine nouveau pour nous, nouvelle industrie, nouveaux clients, nouveaux marchés et surtout plein de nouvelles opportunités. Pour la mise en place de ce projet amorcé il y a 2 ans, nous avons ajouté de nouvelles compétences afin de compléter l'équipe Semican. Nous avons également profité de l'expertise de plusieurs fournisseurs de services de la région, et ce dans plusieurs disciplines. Je tiens à remercier au nom de toute l'équipe, toutes les entreprises et personnes qui ont participé à la réalisation de ce projet. À terme, c'est 10 emplois qui seront créés par cette nouvelle usine. Les impacts positifs sont nombreux sur toute la chaîne de valeur. Pour les producteurs agricoles québécois, ce projet représente une alternative de commercialisation locale, intéressante et lucrative. C'est également la fierté de retrouver le fruit de ces récoltes dans l'assiette des consommateurs. Pour notre équipe de recherche, c'est la fierté de voir le produit provenant de variétés d'avoine développées, testées et éprouvées ici chez nous pendant de longues années. Pour tous nos employés, c'est la fierté de contribuer au développement économique de notre région, du Québec, de faire partie d'une entreprise en croissance et unique, ainsi que de contribuer à l'autonomie alimentaire du Québec. Pour nos détaillants, c'est la fierté d'offrir des semences de qualité, adaptées à notre climat et nos conditions. Et c'est également une opportunité de rachat de récoltes à prix avantageux pour une transformation locale. Finalement, pour le consommateur québécois, c'est la garantie d'un produit de qualité, cultivé et transformé localement. C'est aussi l'assurance d'une traçabilité de la semence à l'assiette. Nous souhaitons par ce projet promouvoir, accroître la production d'avoine au Québec, ainsi que dans l'Est du Canada. L'avoine est un ingrédient de grande qualité avec des valeurs nutritionnelles exceptionnelles, sans gluten, en plus d'avoir des effets bénéfiques sur la prévention des maladies coronariennes. Du côté agronomique, la production de céréales, particulièrement l'avoine, est d'une importance capitale dans une rotation de cultures efficace et durable. Elle est bénéfique pour la structure et la santé des sols et elle permet l'établissement d'un engrais vert. Les céréales à broye sont sans OGM et permettent de diminuer notre empreinte carbone. Ce projet n'aurait pu voir le jour sans la participation financière d'Investissement Québec et de Desjardins. La présence du ministre, M. Christopher Ski, et du député M. Éric Lefebvre témoigne de l'importance de la collaboration entre le gouvernement et les entrepreneurs québécois pour le développement économique de la province. Nous sommes reconnaissants de leur engagement et de leur soutien dans ce projet novateur, Semican étant la seule entreprise nord-américaine de son secteur à intégrer verticalement ses activités. Semican est en constante évolution. Une nouvelle équipe de direction est en place depuis peu et je tiens à les remercier pour leur dévouement. Luc Julien à l'approvisionnement, Jean Goulet à la recherche, Guillaume Mercier aux finances, Annie Bergeron aux ventes et marketing et finalement Yves Simoneau aux opérations. Je tiens d'ailleurs à souligner le travail exceptionnel d'Yves qui a amené ce projet de main de maître. Encore une fois, merci à tous nos collaborateurs, clients, partenaires, collègues présents aujourd'hui. Merci.
l'équipement que vous voyez. Le premier équipement, c'est lui qui sert à décortiquer. Comme je vous disais, c'est vraiment quelque chose qui projette l'amande sur une paroi pour la faire écailler. Ensuite de ça, c'est tous des équipements de nettoyage. C'est vraiment pour faire le flocon d'avoine. On a deux produits. On a le petit flocon d'avoine puis le gros flocon d'avoine. Le petit flocon, c'est quoi? C'est qu'on prend l'amande d'avoine puis on va venir la couper en petits morceaux, puis après ça, on va l'écraser. Ils appellent ça du gruyot rapide ou du gruyot instant. Ça, c'est l'équipement que vous voyez qui est là sur la passerelle. Ça, c'est des couteaux. L'amande passe dedans, puis c'est un couteau qui vient couper ça en petites portions. Suite à ça, là, c'est l'équipement principal pour faire le flocon d'avoine. Vous voyez, on appelle ça une chambre de vapeur. C'est que le grain va être là-dedans pour à peu près 30 minutes. Il va descendre tranquillement dans la colonne de vapeur. Vous voyez les tuyaux, là, on vient injecter de la vapeur pendant à peu près, c'est ça, 30 minutes. On vient humidifier le grain, puis on vient aussi le stabiliser, du point de vue microbiologique, toutes on peut dire mettons, les bactéries qu'il peut avoir, effectivement. Puis suite à ça, on descend dans les rouleuses. C'est deux rouleaux de métal qui viennent compresser le grain. Tout dépendamment des spécifications de client, on peut être plus large ou plus mince. Quand on sort d'ici, on est à peu près à 20 d'humidité. L'objectif, c'est d'enlever l'humidité pour rendre ça autour de 20. Puis c'est ça, là, il nous manque le convoyeur. Vous voyez le début du convoyeur de sortie, mais c'est un convoyeur qui vient remonter le produit ici en haut. Puis ici, ça, c'est un tamis qui va venir trier le flocon selon la grosseur que le client demande. Si des fois, il y a des fois, il peut y avoir des amalgamations de flocons qui se collent ensemble, on ne veut pas envoyer ça. Ça va être trié. Ou si c'est trop fin, même chose, il va être rejeté pour avoir justement le produit fini au spec du client. Puis à la fin, on emballe dans des tote bags. Là, comme vous voyez, de l'autre côté, là, c'est des gros sacs là, de 900 kilos. On vient emballer le produit de cette façon-là pour l'instant. Et dans le fond, on a l'élévateur qui va aller délivrer dans 3 silos. Là. On a le choix des 3 silos qui sont le long du mur. Puis la portion ici, ça, c'est vraiment la portion expédition. Le silo qui est de ce bas-ci, lui, va contenir tout ce qui est écaille d'avoine. Puis le deuxième que vous voyez, ça, c'est l'écorce d'orge. C'est notre ligne qui roule actuellement. Là, je sais pas si vous entendez, là, on entend du grain, là, mais c'est ça. Là, il est en train de se remplir le deuxième silo. Puis le troisième silo au bout, c'est lui qui va avoir l'avoine. C'est ça, l'amande d'avoine. Je sais pas si vous voulez voir, on peut monter en haut, ça va vous donner une idée. Là. Moi, je peux tout vous montrer là, si vous voulez. J'ai pas de cachette. Là. Vous avez entendu sur l'investissement et les prêts du gouvernement du Québec pour favoriser la automatisation de l'usine Semican de Princeville. Maintenant, nous nous occupons de faire un bilan de novembre, le mois de l'économie sociale. Une mise à jour de ce sujet qui à chaque année suscite de l'intérêt d'une partie de la population locale, incluant les jeunes intéressés par un modèle économique non traditionnel. Madame Malka, bonjour. Bonjour. Il est toujours convenable de réexaminer le concept économie sociale. Qu'est-ce que c'est justement l'économie sociale? En fait, l'économie sociale, quand on parle d'entreprise d'économie sociale, on parle aussi d'entrepreneuriat collectif. Donc, ce sont des OBNL, des coops ou des mutuelles qui, en fait, sont des entreprises qui vont répondre à un besoin de leur communauté ou besoin de leurs membres. Donc, elles vont vendre des produits ou des services pour répondre aux besoins de la communauté ou des membres. Ce sont aussi des entreprises qui sont gérées sous la forme de gouvernance démocratique, donc un membre égale un vote. Et ce sont des entreprises qui sont autonomes et indépendantes financièrement
Et au niveau aussi de la gouvernance. Donc, sur les conseils d'administration, par exemple, on ne doit pas retrouver une majorité de représentants d'institutions publiques, par exemple. Après ça, il y a d'autres critères, mais je rentrerai pas nécessairement dans les détails, mais en gros, là, c'est ça l'économie sociale. Oui, oui, je pense qu'on comprend mieux avec des exemples. Et un exemple, c'est comme si une station de télévision qui vend des émissions c'est une entreprise d'économie sociale? Ben, en fait, ça dépend avant tout de sa forme juridique. Mais si la télévision est une télévision communautaire, donc c'est un organisme à but non lucratif, puis qu'effectivement, elle a des revenus autonomes par la vente de publicité ou d'émissions, oui, à ce moment-là, ça peut être considéré comme une entreprise d'économie sociale. Donc, avant tout, on va vraiment regarder la forme juridique. Une coopérative est nécessairement économie sociale. Un organisme à but non lucratif, ça, il faut à ce moment-là qu'on détermine qu'il y a un volet marchand, une posture entrepreneuriale, en fait, au sein de l'entreprise. Donc, dans le cas d'une télévision, c'est un OBNL avec effectivement des ventes. Oui, c'est une entreprise d'économie sociale, donc comme la télévision communautaire de l'érable. D'accord. Ici, on parle de coopératives, de lait ou une entreprise de construction. Dans ces deux cas, bon, sont des entreprises qui travaillent avec l'économie sociale? Ça peut exactement. En fait, l'économie sociale, on la retrouve vraiment dans tous les secteurs d'activité. Puis c'est un très bon exemple. En fait, malheureusement, c'est pas dans notre région ici au centre du Québec, mais au niveau des entrepreneurs généraux en construction, il y a un très beau modèle qui est une coopérative en fait qui effectivement offre des services de construction. Donc ça existe. Au niveau de l'agriculture, ça existe aussi des entreprises d'économie sociale dans le secteur de la culture, loisirs, tourisme. En fait, c'est l'économie sociale, c'est vraiment un modèle d'affaires. Donc, on peut retrouver à ce moment-là dans tous les secteurs d'activité. D'accord. Et vous avez parlé des buts non lucratifs. Alors, toutes les entreprises avec un but non lucratif sont des entreprises d'économie sociale? Pas nécessairement. En fait, ça prend vraiment, pour un organisme à but non lucratif, il faut vraiment qu'il y ait ce qu'on appelle un volet marchand. Donc, vraiment comment dire, un projet, quelque chose qui va leur rapporter des revenus autonomes. Donc, exemple, au râpé, dans la MRC de l'érable, qui est un OBNL, qui a une mission sociale, mais qui, par le biais de sa ressourcerie, prix, etc., va avoir à ce moment-là des revenus autonomes. Donc, dans ces cas-là, c'est une entreprise d'économie sociale. Donc, ça prend vraiment pour l'OBNL, ce qui va le distinguer peut-être aussi à ce moment-là de l'organisme communautaire. C'est vraiment pour être économie sociale, il faut vraiment qu'il y ait un volet marchand. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un processus de vente, que ce soit des produits ou des services. Et est-ce qu'il y a des entreprises mixtes, des modèles mixtes? Non, en fait, c'est vraiment, étant donné qu'on parle à ce moment-là d'un modèle d'affaires, on peut pas être effectivement privé et économie sociale parce que on parle vraiment, puis comme je le disais, il y a vraiment tout le processus d'avoir la forme juridique. Donc, à ce moment-là, une entreprise d'économie sociale est soit un OBNL, une coopérative ou une mutuelle. Donc, à ce moment-là, toutes les entreprises privées ne cadrent pas dans cette forme juridique-là. Donc, à ce moment-là, ne peuvent pas être une entreprise d'économie sociale. Il y a des entreprises privées qui peuvent redonner à la communauté, qui peuvent faire des dons, qui peuvent avoir un volet social, mais ce n'est pas nécessairement, étant donné que leur forme juridique est une forme privée, à ce moment-là, ce n'est pas de l'économie sociale. D'accord. Bon, maintenant, on va parler plus de votre organisme. Et quels sont les types de services que vous offrez? Alors, en fait, les pôles d'économie sociale, il y en a dans toutes les régions. Donc, on a 4 volets sur lesquels on agit régionalement. Donc, le volet de faire connaître la promotion, en fait, de l'économie sociale. Donc, entre autres, par le biais du mois de l'économie sociale, là, qui est au mois de novembre. Donc, vraiment de faire connaître ce modèle d'affaires-là, de faire connaître les entreprises d'économie sociale qui sont dans nos régions, de les faire connaître à la population, mais aussi, par exemple, aux acheteurs institutionnels. On a aussi un volet qui est plus au niveau de l'accompagnement auprès des entreprises déjà existantes. Donc, ça peut être des accompagnements de groupe ou accompagnements individuels ou des formations, par exemple, qui vont permettre vraiment de développer un peu plus les compétences des gestionnaires, par exemple, ou en tout cas de permettre à une entreprise existante de croître ou en tout cas d'être pérenne. Et on a un volet d'émergence où là, c'est vraiment l'accompagnement
au niveau, ça peut être des groupes ou des personnes, mais qui ont un projet collectif, puis vraiment de les aider à structurer ce projet-là pour que ça devienne à ce moment-là une entreprise d'économie sociale. Et en fait, tous ces trois volets-là, on les fait toujours en partenariat avec l'écosystème. Donc à ce moment-là, on peut référer les personnes qui nous appellent aux bons acteurs du milieu. Puis on travaille beaucoup en collaboration là dans nos accompagnements. D'accord, et oui, c'est à chaque année, il est important, comme il y a de nouveaux volets à considérer dans l'économie sociale. Quelles sont les 5 déclinations que vous avez cette année et pourquoi est-ce que vous utilisez les noms déclinations? En fait, c'est ça, effectivement, cette année, au niveau du mois de l'économie sociale, on a misé vraiment sur le volet de promotion, valorisation du modèle d'affaires en économie sociale. Et on a choisi, effectivement, en fait, on a ciblé ou décliné, j'ai envie de dire, effectivement, la définition sous 5 thèmes. Puis, en fait, le principe, c'est vraiment de faire connaître l'économie sociale d'une autre manière, ou en tout cas d'interpeller la population en général sur l'économie sociale, parce que des fois, l'économie sociale, c'est vague. Les gens connaissent, mais pas toutes. Donc là, le but, c'est vraiment de cibler des thèmes, des déclinaisons, définitions spécifiques pour la faire connaître à la population. Donc, on définit, nous, en fait, l'économie sociale au centre du Québec comme une économie humaine, locale, durable, inclusive et participative. Donc, pour nous, ça englobe tous les volets de l'économie sociale. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer l'activité dans laquelle vous avez participé le passé 8 novembre ici dans la région? Oui, en fait, le 8 novembre, hier, c'était à Victoriaville. Donc, dans la MRC, juste à côté de chez vous, MRC d'Arthabasca. C'était dans le cadre du mois de l'économie sociale en partenariat avec la CDRQ, qui est la coopérative de développement régional du Québec. On a fait un 3 à 6 de réseautage, donc pour faire connaître les acteurs et les entreprises d'économie sociale de la région. Et ça avait lieu dans une entreprise d'économie sociale qui est la distillerie Euclide. Et on avait même aussi des petites bouchées qui étaient offertes par une autre entreprise d'économie sociale qui est Meilleur Après. Donc ça fait partie aussi de notre volet un peu de accompagnement, écosystème, valorisation, de vraiment aussi regrouper les acteurs et les entreprises en économie sociale pour qu'ils se connaissent. Et est-ce que dans la participation des différents événements, vous avez vu une tendance particulière chez les jeunes dans l'érable et dans les centres de Québec par rapport à l'économie sociale? C'est sûr qu'effectivement, oui, on voit vraiment qu'il y a une tendance au niveau de la nouvelle génération qui ne veut plus nécessairement travailler pour un patron ou travailler pour permettre à quelqu'un de s'acheter un bateau ou une grosse maison. Et il y a aussi beaucoup des valeurs, donc les valeurs sociales, les valeurs d'entraide, puis des valeurs aussi environnementales qui sont de plus en plus importantes là chez notre jeune génération. Et l'économie sociale, c'est une économie, un modèle qui répond à ces valeurs-là, qui va permettre à une personne de respecter ses valeurs personnelles tout en travaillant puis en ayant un revenu. Donc effectivement, on s'attend vraiment à avoir un nouvel engouement au niveau des jeunes qui veulent à ce moment-là davantage développer ce modèle d'affaires plutôt que d'aller dans le modèle privé. Oui, et si on parlait des femmes immigrantes, est-ce que vous avez développé un projet sur ce sujet? On a le premier atelier. En fait, c'est un parcours qu'on offre aux femmes issues de l'immigration, mais même qu'on ouvre à toutes les femmes qui le souhaitent. C'est en collaboration avec la table de concertation du mouvement des femmes du Centre du Québec. Le principe, c'est que c'est vraiment un parcours en 5 ateliers qui va vraiment permettre à ces femmes, aux femmes qui le souhaitent, de développer justement un projet d'affaires collectif. Donc, on va vraiment les accompagner dans le développement de ce projet-là. Donc, ça peut être des femmes qui ont déjà un projet, qui veulent se faire accompagner pour le structurer. Ça peut être des femmes qui ont pas nécessairement de projet, mais qui s'intéressent à l'économie sociale ou qui même, dans leur pays d'origine, avaient déjà un petit peu ce volet entrepreneurial-là, puis qui aimeraient peut-être le redéployer ici dans leur pays d'adoption, finalement, j'ai envie de dire. Donc, on a vraiment un parcours sous la forme de 5 ateliers qu'on offre donc au novembre-décembre à ces femmes-là. Puis
le dernier atelier, la dernière journée en décembre qui va avoir lieu donc le 6 décembre. C'est vraiment avec les acteurs de l'écosystème. On a interpellé Entreprendre ici, qui est une organisation qui accompagne justement les entrepreneurs issus de l'immigration. Et eux misent beaucoup sur la sensibilisation auprès des acteurs de l'écosystème, donc les acteurs d'accompagnement. Donc, on va faire une formation au niveau de ces acteurs-là de la région. Donc, tous les conseillers en développement économique ou autres personnes qui peuvent travailler en fait avec des entrepreneurs issus de l'immigration. Donc, une formation offerte par Entreprendre ici, qui va être suivie d'un dîner réseautage avec les femmes qui auront suivi notre parcours. Bon. On voudrait parler, Malka, aussi de l'initiative J'achète, économie sociale J'achète. Oui, effectivement. En fait, l'économie sociale J'achète, c'est une initiative qui est partie depuis quelques années dans d'autres régions au Québec. Et on a la chance au Centre du Québec de pouvoir la promouvoir depuis l'été 2022 à peu près, par le biais d'un financement qu'on a eu du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. En fait, l'initiative, c'est vraiment de favoriser, d'encourager l'approvisionnement auprès des entreprises d'économie sociale. Donc, comment on fait ça? C'est qu'il y a deux volets. Il y a un volet qui est vraiment plus au niveau des gestionnaires des entreprises d'économie sociale, où là, on les accompagne pour développer leurs compétences au niveau de la commercialisation. Donc, comment vendre son produit, comment répondre à un appel d'offres, comment répondre à une demande de soumission. On a eu un premier parcours qui a été réalisé au début de l'année, et là, il y a d'autres ateliers là qui s'en viennent dans les prochains mois, dont un atelier justement sur les appels d'offres à la fin du mois de novembre. Et l'autre volet, c'est que on sensibilise aussi les acheteurs publics, donc tout ce qui est MRC, municipalités ou même les grosses entreprises privées. On est vraiment dans la sensibilisation puis la connaissance de l'économie sociale. Donc vraiment leur faire connaître les produits et les services qui sont disponibles dans la région. Puis entre autres, ça passe par la plateforme Axel Acheteur, qui est une plateforme nationale, mais sur laquelle on répertorie toutes les entreprises d'économie sociale qui sont capables de faire du business to business, donc de vendre des produits ou des services, c'est ça, à d'autres entreprises. Parfait. Et on sait aussi qu'il y a un projet qui s'appelle Sismic. De quoi il s'agit? Oui. Sismic, en fait, c'est un incubateur jeunesse. Donc, ça fait quelques années qu'on le déploie au centre du Québec. Et on sait qu'il va être là encore pour quelques années. Le principe, c'est vraiment l'accompagnement auprès des jeunes de 18 à 35 ans qui ont justement une idée de projet collectif et qui voudraient se faire accompagner. Donc là, on revoit un petit peu le volet émergence, donc de faire émerger des idées collectives qui vont répondre à un enjeu territorial. Puis à ce moment-là, on peut accompagner les jeunes, soit sous la forme de cohorte, de groupe, ou sous la forme individuelle, vraiment accompagner les jeunes qui veulent développer un projet d'affaires collectif. Donc là, on a vraiment un agent qui est attitré dans l'équipe qui fait vraiment l'accompagnement auprès de cette clientèle-là. Oui, et pour terminer, où est-ce que le public peut trouver plus d'informations sur le pôle d'économie sociale du Centre du Québec? En fait, on a un site internet, Économie sociale Centre du Québec, sur lequel vous pouvez retrouver donc nos missions, nos partenaires, nos activités, mais sinon beaucoup sur les réseaux sociaux. On est sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et LinkedIn, sur lesquels on va diffuser de l'information en lien avec l'économie sociale, mais aussi toutes nos activités. Donc, j'invite vraiment les personnes à nous suivre sur nos réseaux sociaux. C'est vraiment là qu'on est le plus à jour là par rapport à toute notre offre de services. Parfait. Malka, merci beaucoup d'avoir parlé avec nous. Merci à vous. Vous avez entendu sur l'économie sociale en 2023, une économie humaine, locale, durable, inclusive et participative. Maintenant, nous nous occupons du dernier sujet de notre émission. Il s'agit des commentaires après l'annonce des nouveaux services pour les jeunes proches aidants de l'Association des proches aidants de Arthabasca Érable. Une conférence de presse avait été couverte dans notre émission Érable approfondie de la fin de semaine du 25 et 26 novembre 2023. Par la suite, nous entendrons les explications des intervenants, dirigeants et collaborateurs qui ont travaillé pour mettre ces projets en œuvre. Nous débutons par les explications du créateur de capsules sur les jeunes proches aidants, Pierre-Luc Aude, artiste et réalisateur de vidéos pour la campagne des réseaux sociaux. Fait que voilà, je sais pas si on va le regarder tout de suite. Bonne écoute, bonne chance, ça va vite.
Aider les dents, c'est aider les dés. Puis aider les dents d'un aidé d'un enfant aidant, c'est aider les dents à être enfant de temps en temps. Tu comprends? Aider les dents, c'est aider les dés. Puis aider les dents d'un aidé d'un enfant aidant, c'est aider les dents à être enfant de temps en temps. Je sais, c'est compliqué. Attends. L'aidant aide l'aidé. On se comprend. Pas d'aider sans aidant, c'est évident. Si l'aidant aidant l'aidé est enfant ou adolescent, l'aidé est aidé d'un jeune aidant. On voudrait savoir comment ça a été l'expérience de faire partie de ce projet. Ça a été vraiment super cool. On était avec des beaux jeunes qui vivent une situation de proche aidance, puis c'est très varié d'un jeune à l'autre. Fait qu'on a découvert toutes sortes de façons de vivre la proche aidance. Certains ont un parent malade ou d'autres un petit frère ou une petite sœur qui a une déficience intellectuelle ou une maladie quelconque. Alors, c'était très touchant d'avoir les partages de tout le monde là, sur comment ils vivent ça au quotidien, puis de les faire réaliser eux autres mêmes qu'ils sont des proches aidants. Ils étaient là sans vraiment réaliser l'ampleur que ça avait dans leur vie, là, ce phénomène-là. Allô, moi je m'appelle Justine, j'ai 10 ans. Mon frère c'est Hubert, il a 15 ans, il a la trisomie 21. À la base, je savais même pas que j'étais une proche aidante. Quels en étaient les outils que vous avez eus pour faire les vidéos? Les outils qu'on a eus pour faire les vidéos, mais en fait, on a fait 4 rencontres pour faire sortir le contenu. Ensuite de ça, il y a un des jeunes qui a dit un moment donné que c'était compliqué, puis qu'il a dit une phrase qui s'est retrouvée dans la vidéo. Si vous trouvez ça compliqué, la jeune proche aidance, ben c'est encore plus compliqué de l'être que de le dire. T'sais. Fait que là, moi, je suis parti de ça, puis j'ai écrit un texte, puis ensuite, les jeunes ont eu une semaine ou deux pour l'apprendre par cœur. Très difficile à apprendre par cœur. Puis après ça, on a simplement pris un cellulaire, puis on a tourné ça chez les jeunes, dans leur environnement, dans leur parc, dans leur quotidien, finalement. Et puis voilà. Après ça, on a fait un montage à la TikTok, quelque chose de super coloré. Puis voilà, maintenant, c'est disponible là, pour faire connaître là, le concept de jeune aidance. Aider l'aidant, ça c'est vous, l'aide aidant. Si vous aidez un aidant, vous êtes un aide aidant. Puis si vous aidez un jeune aidant, vous êtes un aide jeune aidant. Si vous êtes un jeune aidant un jeune aidant, vous êtes un aide jeune aidant. C'est pas compliqué. Si tu trouves ça compliqué, c'est bien plus compliqué d'être un jeune aidant. La jeune aidance, c'est beaucoup de présence. C'est de l'aimance à plein temps. C'est être soit soignant, soit enfant, adolescent et parent à la fois. Reconnaître la jeune aidance, c'est aider ces jeunes à rester jeunes tout en aidant. Comment est-ce que vous avez choisi les enfants pour faire les vidéos? Bien, ces enfants-là, ils ont des parents qui sont des proches aidants aussi, bien sûr. Alors, ces parents-là étaient en contact déjà avec l'association des proches aidants Arthabasca et RAM. Et puis aussi, moi, je suis allé voir dans mes contacts, dans mon environnement autour de moi. J'ai demandé à mes amis, connaissez-vous des jeunes qui vivent une situation comme ça? Fait que c'est comme ça qu'on a fait du recrutement, un peu de bouche à oreille et par l'association. Est-ce que ça a été difficile de s'approcher aux gens pour parler de ce sujet, de l'expérience? Non, ça n'a pas été difficile de les approcher parce que les jeunes sont faciles d'approche. Maintenant, il y a quand même un enjeu que c'est pas nécessairement la plus belle partie de leur vie, la proche aidance. Alors, de les inviter à parler, pour certains, c'était plus difficile, c'était très émotif pour certains. Donc, ça a été un petit peu, quand même délicat, disons, de brasser des choses qu'ils n'ont pas envie nécessairement d'exprimer. Puis souvent, d'en parler sur le coup, c'est dur, mais au final, ça fait du bien, c'est libérateur. Donc, aider les dents, c'est aider les dés. Puis aider les dents d'un enfant aidant, c'est aider les dents à être enfant de temps en temps. Ouais, c'est compliqué.
On va commencer pour savoir la définition d'un jeune proche aidant. Donc, un jeune proche aidant, c'est une personne proche aidante comme toutes les autres personnes proches aidantes. Simplement, ils ont une réalité différente. Ils sont souvent à l'école ou en emploi et ils sont des enfants, des fois, ou des jeunes adultes en plus d'être des proches aidants. Des fois, ça apparaît dans la vie d'un jeune, mais quelles sont les conséquences d'être proche aidant très jeune? Un jeune proche aidant peut être amené à avoir des tâches de soutien comme son parent. Il peut aider à l'administration des médicaments, il peut offrir du soutien dans les tâches ménagères aussi. Il peut être amené à faire de la surveillance aussi quand les parents sont absents, par exemple, lorsque c'est son frère ou sa sœur. Mais des fois, ça peut être aussi un jeune aidant qui s'occupe d'un parent, donc il peut être la personne principale qui offre l'aide. Donc, il s'occupe de toutes les tâches qui sont reliées à sa personne aidée. Donc, voilà, ça peut dépendre vraiment dépendamment c'est quoi le lien entre la personne aidée et le jeune proche aidant. Et quelles sont les conséquences? De quelle façon ça peut affecter la personne qui doit vivre ça, ou le jeune qui doit vivre ça? Donc voilà, à l'école, ça peut causer beaucoup d'absentéisme. Ils peuvent être amenés à s'absenter souvent de l'école. Ça fait aussi vivre de l'épuisement parce qu'ils doivent réussir dans leurs études. Donc, ils doivent avoir des bonnes notes en plus de revenir à la maison puis de s'occuper à temps plein ou à temps partiel de leur personne aidée. Donc, ça fait qu'ils ont un horaire très, très, très chargé. Ils n'ont pas beaucoup de temps non plus pour les loisirs, pour avoir des amis aussi. Donc, ça fait en sorte que leur enfance, où est-ce que c'est là qu'on a du plaisir, qu'on s'amuse avec des amis, qu'on a des loisirs, ben on n'a pas le temps finalement pour ça. Et justement, de quoi il s'agit les projets que vous lancez aujourd'hui? Donc, on a lancé le service Jeunes proches aidants justement pour venir en aide à ces jeunes proches aidants et jeunes proches aidantes qui seraient dans la région pour les aider à peut-être faire le point sur leur vie et comment réussir à performer autant dans leur jeune proche aidance et qu'à l'école. Donc, et aussi leur permettre de rencontrer d'autres jeunes qui vivent la même réalité qu'eux. Et aussi, avant toute chose, on veut faire de la sensibilisation pour que la population reconnaissent qu'est-ce que c'est la jeune proche aidance. Et quels sont les bénéfices de devenir un jeune proche aidant? Donc, les bénéfices, c'est sûr qu'on a parlé des répercussions négatives, mais les répercussions positives sont très présentes aussi. Ces jeunes-là, ils deviennent matures et ils développent une autonomie plus rapidement que les autres jeunes. Ils ont aussi beaucoup d'empathie et de la compassion envers les autres et ils deviennent des personnes, ils développent un lien significatif avec leur personne aidée. Donc, ils ont quelqu'un de très important dans leur vie puis ils ont un très bon lien avec cette personne-là. Pour les gens qui nous entendent, qui nous voient, qu'est-ce que vous voulez dire à eux pour participer de ces bons projets? Donc, si tu es un jeune proche aidant ou une jeune proche aidante et que tu as besoin de parler, tu as besoin de rencontrer d'autres personnes, je vous invite à nous appeler et à venir participer à nos services. On va avoir des activités dans les journées pédagogiques de toute l'année jusqu'au mois de juin et aussi un mercredi par mois après l'école. Donc, les dates vont être dans notre programmation qu'on va publier sur les réseaux sociaux très rapidement lorsqu'on va les avoir. Donc, j'invite tous les jeunes proches aidants qui ont besoin d'aide de venir nous appeler et nous voir. Le fait d'avoir partagé à ce sujet était très... c'est quelque chose qu'on fait pas souvent, qu'on se permet pas souvent. Donc, c'était un petit peu comme libérateur. Ça l'a enlevé du poids de mes épaules. J'ai aimé pouvoir discuter avec des personnes qui vivaient sensiblement la même chose. Donc, c'est ça, je trouve que c'était vraiment nécessaire comme projet, pouvoir ouvrir la porte à la communauté sur c'est quoi être proche aidant, être jeune proche aidant, ce qu'on entend vraiment rarement. Est-ce qu'il existe des statistiques sur les jeunes proches aidants dans la région? Il y a quelques statistiques, mais ce qui est difficile, c'est que tous les statistiques ne correspondent pas à tous les jeunes proches aidants, parce qu'il n'y a aucune statistique qui existe au niveau des jeunes proches aidants au Québec, même au Canada, de 15 ans et moins. Il y a seulement des statistiques pour les 15 ans et plus. Donc, c'est impossible d'avoir un portrait exact de qui sont les jeunes proches aidants, parce qu'il y a une absence de statistiques significatives. Mais non plus les statistiques de l'État qui passe en personne et soin de notre... Non, pas du tout. On n'a trouvé aucune statistique, du moins au Québec ou au Canada, qui donne une moyenne de temps passé pour les jeunes proches aidants.
Et quelles sont les tâches plus communes qu'il doit faire une personne proche aidant? Ça dépend de qui les jeunes proches aidants, jeunes proches aidantes s'occupent. Mais par exemple, d'un frère ou d'une sœur, ils apportent du soutien aux parents qui sont eux-mêmes des proches aidants. Ils peuvent aider à préparer les repas, aider à donner les médicaments, aider à faire les tâches ménagères un peu plus. Ils doivent s'impliquer beaucoup plus qu'un enfant qui n'aurait pas des tâches de proche aidant. Tandis que si c'est un enfant qui s'occupe de son parent à temps plein, bien là, c'est encore plus. Il doit faire toutes les tâches relatives à la maladie ou au handicap du parent. L'accompagnement au rendez-vous, la traduction, des fois, interpréter un rendez-vous médical, ça fait partie, c'est un acte de proche aidant aussi. Administrer les médicaments, comme j'ai dit tantôt, les repas, le ménage, s'occuper des frères et sœurs plus jeunes aussi, ça fait partie des actes de proche aidance aussi. Monsieur Lefebvre, c'est un sujet qui touche beaucoup. On voudrait savoir plus, depuis votre expérience, à quel point c'est difficile d'être proche aidant? Bien, pour nous, de notre côté, c'est quand même facile parce que notre fille a une certaine autonomie. Mais vous voyez, Marie-Hélène va avoir 18 ans en janvier prochain. C'est comme un enfant de 8 ans, mais qui a quand même une certaine forme d'autonomie. Mais je suis capable de comprendre et je vois des amis de Marie-Hélène qui sont beaucoup plus affectés et je vois que les frères, les sœurs, les parents ont un travail colossal à faire comme proche aidant. Donc, je suis très sensible à la cause et aujourd'hui, c'est une excellente nouvelle qu'on annonce avec une intervenante qui va être dédiée aux jeunes proches aidants pour la région ici. Oui, on parle aussi que ça touche la famille. Quels sont comme les sacrifices qu'il fait en famille qui a une personne qui doit être tout le temps accompagnée? Oui, bien, si on prend aujourd'hui, on parle spécifiquement de l'annonce au niveau d'un intervenant jeunesse, un intervenant jeune, proche aidant, bien, assurément que c'est à un âge où le jeune est adolescent, adolescente, où l'importance des amis, de faire des activités sociales, bien, peuvent être diminuées dû au fait qu'on doit être proche aidant pour un frère, une sœur ou des parents. Donc, ce sont des sacrifices qui doivent être faits. Et l'intervenante ici, Kim, qui a débuté ici à l'association, bien, son rôle, c'est justement d'accompagner ces jeunes proches aidants-là pour pouvoir également échanger sur le travail qu'ils ont à faire. Et c'est une excellente nouvelle. Et comment le gouvernement est aussi impliqué avec ce sujet? Bien, c'est directement dans notre mission gouvernementale. Ma collègue Sonia Bélanger, ça a été une des priorités qui a été fait au niveau du gouvernement. Donc, on offre des sommes d'argent pour les différentes associations proches aidantes du Québec. Bien, c'est ça. Ce qu'on cible aujourd'hui, c'est vraiment les jeunes qui sont proches aidants. Puis que pour eux, peut-être que proche aidant, ils ne savent pas encore qu'est-ce qu'un proche aidant. Mais on va aller leur expliquer c'est quoi, puis qu'ils ont un rôle colossal, un rôle très important à faire, puis qu'on est là pour les accompagner lorsqu'ils vont vivre des difficultés dans leur travail de proche aidant, d'aide de proche aidant. Quel est l'appel que vous faites aujourd'hui pour les jeunes? Bien, c'est d'aller consulter la page Facebook de l'association proche aidante Arthabasca Érable pour qu'ils puissent entrer en contact avec Kim, une intervenante qui est dédiée spécifiquement pour eux, pour les jeunes. Et Madame Linda, comment est-ce qu'il est né le projet? Bien, en fait, nous, notre organisme a eu 10 ans cette année. Initialement, les projets étaient beaucoup orientés vers les personnes aînées. Plus récemment, avec le plan d'action gouvernemental, on parle davantage de jeunes proches aidants. On les a mis un petit peu plus de l'avant. Puis, mais depuis longtemps qu'on voulait les accompagner, mais on n'avait pas les ressources nécessaires pour le faire. Donc, c'est avec... dans le fond, la mesure 38 du plan d'action gouvernemental qui permettait de financer les organismes communautaires en proche aidance, qu'on a vu l'opportunité de développer un service qui est vraiment dédié à la jeune proche aidance. Fait que ça a été vraiment pour nous une réelle opportunité. Puis là, même maintenant, qui est lancé, on va travailler fort pour pouvoir les accompagner, là, autant au niveau des informations qu'on peut leur fournir, du support qu'on peut leur fournir également. Pourquoi vous pensez que ce projet peut améliorer la qualité de vie des jeunes proches aidants? Okay. Bien, d'abord, il faut savoir en partant que les jeunes proches aidants ne se reconnaissent pas nécessairement dans ce rôle-là. Notre rôle, d'abord, ça va être de sensibiliser les jeunes à ce rôle-là, qui est parfois un deuxième rôle, un troisième rôle dans leur vie. Parfois, ils sont
C'est des étudiants, c'est des conjoints aussi, c'est des employés. Et là, on rajoute un rôle supplémentaire qui est celui de la jeune aidance. Fait que l'objectif, c'est de les sensibiliser à ce rôle-là pour être en mesure de se reconnaître, mais après, de pouvoir aller chercher les services qui vont être importants pour eux. Fait que ce sera la première étape, là, je dirais, d'emblée. Puis après, c'est de leur offrir, selon les besoins qu'eux vont avoir à manifester, les services dont ils vont avoir besoin. Est-ce que ce sera du répit? Est-ce que ce sera de l'information? Est-ce que ce sera des groupes d'entraide? On ne sait pas nécessairement encore aujourd'hui, parce qu'on veut vraiment répondre aux besoins qu'eux vont nous manifester. Et financièrement, comment est-ce que le projet est soutenu? Comme je le mentionnais tantôt, grâce essentiellement à la mesure 38 du plan d'action gouvernemental qui prévoit un rehaussement du financement des organismes en proche aidance. Fait que c'est vraiment cette opportunité-là qu'on a saisie pour faire le choix de soutenir la jeune proche aidance. Plus d'informations est disponible par téléphone au 819-795-3577 ou par courriel au jeunesse@prochainaideae.com. Pour la TVC, Sylvana Suarez. Vous avez entendu les différents témoignages sur l'importance et les services pour les jeunes proches aidants de la région d'Arthabasca et Hable. Vous avez informé aussi sur les investissements en automatisation de l'usine Semican de Princeville. Et nous avons fait un bilan sur les mois de novembre, les mois de l'économie sociale. Avec cela, nous nous approchons de la fin de la mission d'Érable approfondie de cette semaine. Si vous voulez rester informé sur l'actualité de la région de l'Érable, n'oubliez pas de regarder nos émissions Érable en bref. Après la diffusion en ondes, nos émissions se trouvent dans notre site internet www.tvc.org. Nous vous rencontrerons la semaine prochaine pour plus d'informations locales. Passez une excellente fin de semaine.